Donc AG Group, c'est un industriel alsacien, allemand d'origine qui fait des disjoncteurs dans vos armoires électriques. Vous en avez peut-être même chez vous, hein. Peut-être vous ne savez pas, mais c'est peut-être du Hager. Si vous avez un logo vert ou un logo rouge, par contre, je vous demanderai de sortir parce que voilà. Non, je déconne, restez. Et je suis également MVP Microsoft. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, à Strasbourg, je fais partie d'une association qui s'appelle le MTG, donc Microsoft Tech Group. Et en fait, on organise tous les mois des meet-up et des fois des événements un petit peu plus gros à l'année. Et il y a des copains qui sont ici sur le stand du MTG. Donc allez les voir, ils sont sympathiques et puis ils vous parleront un petit peu de ce qu'on fait, de ce qu'on organise un petit peu autour de l'actualité Microsoft et pas que des fois. Donc voilà, je fais la petite pub MTG. Et si vous êtes à Strasbourg, n'hésitez pas à venir à l'un de nos meet-up ou à simplement à se rencontrer pour discuter tech, quoi. Voilà. Alors du coup, on va parler d'Apper et d'architecture. Alors avant juste qu'on démarre, merci aux sponsors, or, argent et bronze. Moi-même qui organise des événements, c'est super important. Sans eux, on ne serait pas là, donc merci à eux. Et donc on va attaquer le fond du sujet. En fait, ce que je voulais discuter un peu aujourd'hui au travers de cette session, ça va être tout ce qui est architecture microservices et qu'est-ce qui peut aider en fait les équipes de développement, les équipes IT en fait à maîtriser son architecture finalement. Donc, petite intro sur tout ce qui va être microservices. Alors le microservice, pourquoi est-ce qu'on en fait? Si vous en faites, tant mieux, mais je pense qu'à mon avis, ça va être un peu difficile aussi par moment. Voilà, des microservices, ça va permettre de faire un focus sur un aspect métier par microservice. Ça va permettre de gagner en autonomie, en flexibilité lors des déploiements, en termes de développement aussi. Si on a plusieurs équipes qui développent des services, ils peuvent choisir leur propre techno, etc. etc. Donc, développement indépendant, déploiement indépendant. L'objectif d'un microservice est d'être plus petit, mais plus performant, plus véloce, en fait, finalement. Par contre, avec ça, clairement, il y a aussi des pain points. Les difficultés, là, j'en cite quelques-uns, mais à mon avis, si vous travaillez avec, vous en trouverez peut-être probablement d'autres. Ça va être tout ce qui est debug, tout ce qui est testabilité. C'est compliqué. Aussi, la complexité de l'architecture, qui clairement, en fait, est accrue avec des microservices. Quand on en a 2 ou 3, bon, ça va, on le maîtrise. Mais quand on commence à en avoir 10, 20, 30, là, par contre, ça commence vraiment un petit peu à chauffer au niveau de la compréhension de son archi, de la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur, et ainsi de suite. Okay, et donc, du coup, en fait, rapidement, on peut se retrouver avec des trucs comme ça. En fait, on ne comprend plus rien, quoi. Enfin, on a des flux dans tous les sens, on ne sait pas qui appelle qui, on ne maîtrise plus ce qui se passe. Pour débugger ça, bonne chance. Et puis, du coup, on est un peu démuni, quoi, face à cette situation. Alors, du coup, ce qui est important aussi à comprendre quand on souhaite, on va dire, travailler avec un écosystème large microservice, c'est qu'aujourd'hui, il est compliqué de migrer d'un bloc monolithique vers un microservice. Vous avez peut-être eu l'occasion de le faire, mais c'est compliqué. Voilà, comment est-ce qu'on découpe notre monolithique? Est-ce qu'on le fait par domaine, par business case? Voilà. Il y a beaucoup de questions à se poser, que ce soit déjà sur l'organisation, sur l'architecture, mais aussi sur le code, puisque ce n'est pas simple de se diriger vers ça, puisque derrière, il faut mettre en place tous les déploiements, etc. etc. Les runtime aujourd'hui qu'on utilise tous, que ce soit en Java, en .NET, en Python, ce que vous voulez, en fait, les runtime, ils ne sont pas forcément prévus initialement pour ce type d'architecture. En fait, moi, je fais du web en .NET depuis maintenant 6-7 ans. En fait, quand je développe, c'est un service, c'est une appli web ou une API, et c'est tout, en fait. Si je dois faire un deuxième service, il faut que je crée un nouveau projet, il faut que je fasse les appels moi-même, etc., etc. Donc en fait, les runtime, les frameworks, les SDK ne sont pas forcément prévus pour avoir une orientation microservice by design. Et ensuite, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec les conteneurs. Je ne vais pas spoiler d'Apper, mais voilà. Typiquement, tel ou tel framework ou tel runtime est un peu spécifique à l'infra, que ce soit d'ailleurs en termes de portabilité, cloud ou edge. En fait, aujourd'hui, c'est un peu compliqué sans installer ton runtime sur la machine qui va faire tourner ton application. Je ne parle pas de conteneur, bien sûr, mais voilà, de base, ces outils ne sont pas prévus pour être portables, quoi.
Donc voilà, donc ça c'est des problématiques qu'on rencontre et quelques considérations quand on parle d'architecture microservices. Et donc du coup, moi je voulais vous parler aujourd'hui d'un projet qui s'intitule Dapper. Alors attention, ceux qui font du .NET, c'est pas Dapper, D-A-2-P-E-R, donc c'est pas l'ORM comme Entity Framework. Hop là, c'est bon. Voilà, j'ai eu chaud, merci. Donc oui, donc c'est pas l'ORM en .NET. Dapper, D-A-P-R, c'est véritablement ce qu'ils appellent un Distributed Application Runtime. C'est en fait un outil qui va fonctionner à côté de votre application. C'est pour ça qu'on parle de runtime. Et qui va amener plein de bonnes choses. Et on va en parler juste après. Ouais, ah, c'est bon, c'était ici. Donc en fait, l'un des objectifs, enfin non plutôt les objectifs, les gros objectifs de Dapper, c'est qu'il soit portable, event-driven. Ça c'est important. Et donc c'est vraiment destiné à des équipes, des projets qui souhaitent vraiment travailler dans du cloud, de ne pas être lié à une infra spécifique et potentiellement être en fait portable du cloud au edge, peu importe. Donc, je spoil un peu, hein, mais voilà, c'est à base de conteneurs, forcément. On va y venir. Mais voilà, c'est clairement sur ce secteur que se place en fait ce projet, cet outil. Donc, comme ce que je disais, en fait, Dapper, il ramène plein de bonnes choses. Déjà, il va ramener des bonnes pratiques, avec notamment ce qu'ils appellent des building blocks. En fait, où, lorsque je lance mon application, j'ai automatiquement tout un tas de choses qui viennent avec, lorsque je lance mon application avec Dapper. Donc, je vais avoir un sidecar Dapper, ça, on va y revenir. J'ai également potentiellement tout de suite la base de données qui est instanciée avec. J'ai tout de suite mon service bus qui est instancié avec, etc., etc. Donc, tout ça pour que en fait, tout l'écosystème de mes microservices fonctionne correctement ensemble. On peut utiliser n'importe quel langage, n'importe quel framework. C'est basé sur des conteneurs, donc bon, c'est facile. C'est community-driven, c'est non commercial. Donc en fait, c'est un projet sur GitHub. C'est incubé dans la fondation CNCF. Alors, peut-être gradué bientôt, parce que ça a été proposé comme projet gradué. Donc voilà, donc c'est vraiment dans cet écosystème-là que Dapper évolue. L'objectif, c'est d'adopter des standards du web aujourd'hui. Donc ça va être de l'HTTP, ça va être du gRPC, pour tout ce qui va être communication, entre sidecar ou entre microservices. C'est consistant, portable. Les API sont ouvertes, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez développer votre propre building blocks qui vient s'intégrer à Dapper. Alors là, aujourd'hui, en termes de building blocks, j'ai les chiffres un peu plus loin, mais je veux dire, aujourd'hui, Dapper est capable de travailler avec une centaine ou 150 composants à peu près différents, composants d'infrastructure, hein, des bases de données, des services bus, des brokers, ce que vous voulez. Et si vous souhaitez, vous pouvez rajouter votre brique à l'édifice, si je peux dire ça comme ça, puisque les API sont complètement ouverts pour s'intégrer à Dapper. C'est agnostique à la plateforme, Cloud et Edge. Et comme ce que je disais, c'est extensible avec des composants pluggables. Donc ça, c'est important. Sur les fondamentaux de Dapper, comment Dapper fonctionne. Donc ce que je disais, en fait, c'est que quand on lance son application, donc j'ai un process qui arrive, j'ai automatiquement un deuxième process qui est lancé, si je peux l'appeler comme ça, qu'on va appeler ça un sidecar. Okay, donc ceux qui ont l'habitude de bosser avec Kubernetes, des pods, etc., les sidecars, c'est peut-être familier pour vous. Donc là, Dapper, c'est exactement ça. C'est vraiment un sidecar qui va fonctionner à côté de votre application et qui va vous apporter plein de bonnes choses. L'objectif, et s'il y a un truc qu'il faut retenir, je pense, de cette conf, c'est que l'objectif, c'est que votre application, votre code, ne communique qu'avec Dapper. Dès qu'il a besoin de faire des appels vers l'extérieur, des appels de base de données, du stockage de la data, de l'eventing, du secret, ce que vous voulez, l'objectif, c'est qu'il ne communique qu'avec Dapper. Et ensuite, c'est Dapper, lui, en fonction d'une configuration, qui va dire, tiens, OK, je sais que ma base de données, non, je sais que mon service d'eventing, c'est celui-ci, donc je vais router l'événement là-bas. D'accord ? Donc, j'abstrais complètement l'infrastructure de mes microservices, et je la délègue à Dapper. Okay, donc, ce que je disais, en fait, c'est qu'on va communiquer avec Dapper uniquement avec des standards, donc de l'HTTP ou du gRPC. Là, par exemple, il y a deux exemples d'URL. La première, je vais lui dire de stocker de l'information dans de l'état. Donc là, je lui dis que c'est dans un état qui s'appelle inventory avec la clé qui m'intéresse. Et lui va s'occuper de le stocker. Et moi, mon code, il ne sait pas où c'est. Et l'autre, c'est de faire du service-to-service invocation.
Donc ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, on peut complètement abstraire cette partie. En fait, on s'évite d'avoir des URL de tous les services dans des fichiers de config énormes. Donc là, ça, c'est par exemple un autre format pour invoquer la méthode d'un autre service. Donc là, c'est pareil. Je vais appeler Dapper. Dapper, il va appeler mon autre service. Mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est hébergé. Hein, c'est peut-être pas... voilà. Et c'est lui qui va s'occuper de le trouver. Donc du coup, comme dit, on peut utiliser n'importe quel framework applicatif pour le créer, puisqu'en fait, ça va être de la conteneurisation. Et en fait, en dessous, je vais communiquer avec tout un tas de blocs préconstruits pour communiquer vers l'extérieur pour mon infrastructure. Ok, donc ça c'est les bases de Dapper. Si vous avez déjà compris ça, c'est déjà bien. Et donc, voilà. Donc en fait, c'est ce que je disais. En fait, Dapper, il va proposer ce qu'on appelait un modèle sidecar. Donc c'est vraiment une seconde application qui tourne à côté de mon application. Je vais communiquer avec Dapper avec des API. Et là, par exemple, j'ai 4 exemples en fait, d'API possibles où je peux appeler un autre service, stocker de l'état, publier un message ou encore récupérer un secret. Donc tout va se faire via des URL. Donc complètement standardisé, complètement abstrait ou opaque par rapport à ce qu'il y a derrière, quoi. Donc ça, c'est un exemple un peu plus complet où en fait, donc Dapper, on peut travailler avec lui soit en local, soit une fois déployé. Donc, je ne vous le cache pas, une fois déployé, c'est sur un cluster, forcément. Donc en local, en fait, ça va être des process qui vont tourner à côté de vos microservices. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, quand je veux appeler un autre service, je vais demander à Dapper de faire le invoke qui va bien, qui lui va en fait savoir qu'il y a un sidecar qui existe pour ce microservice. Il va appeler ce sidecar ici, et ensuite le sidecar va faire véritablement l'appel vers le service B. Donc ça, c'est du A vers le B. Ou alors, lorsque je veux stocker de l'état, lorsque je veux publier des messages, je vais dire à mon sidecar Dapper, publie-moi ce message, et en fonction de la configuration qu'on lui aura donnée, il va lui l'envoyer soit vers un RabbitMQ, soit vers un service bus, soit vers un Redis, peu importe. Mon microservice, il s'en fout. Par contre, c'est Redis, non, pardon, c'est Dapper avec la configuration que je lui aurai donnée qui va envoyer le bon message. Ça veut dire aussi, et là vous me voyez venir, c'est que si demain vous voulez changer de composant, en fait mon code ne change pas. Zéro modification. C'est vraiment que de la config Dapper. Voilà, et donc du coup, petite démo pour montrer ça. Alors, que je vais vous montrer, est-ce que je l'ai... Alors, est-ce que derrière on voit bien? Vous voyez bien derrière? Ça va? Ok, super. Alors, ce que je vais vous montrer, alors tout est dispo sur GitHub. J'ai rien inventé. J'ai pris ce qu'ils proposent, mais en même temps, là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les projets les plus basiques. C'est vraiment les meilleurs en fait pour comprendre comment fonctionne Dapper. Donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Tout est dispo sur GitHub. Il y a vraiment un repo dédié pour les samples et il y a aussi des parties tutoriels. Donc c'est vraiment super, super intuitif. Donc du coup là, ce que j'ai, la première solution que je voulais vous montrer, c'est on a une app en Node.js qui expose quelques API, et j'ai également un projet, un petit applicatif Python, en fait, qui va faire l'objet, qui va faire le client, en fait, qui va appeler les API. Voilà, c'est super simple, et c'est pour l'exemple. Si on parcourt un petit peu l'application Node, donc l'application Node, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stocker les requêtes dans une base de données. Là, typiquement, dans l'exemple, la base de données, c'est un Redis configuré avec Dapper. Alors pourquoi? C'est un peu par facilité, parce qu'en fait, quand on installe Dapper, automatiquement, il vient déjà avec des conteneurs Redis quand on le lance. Donc c'est super simple, mais on pourrait configurer autre chose si on le souhaite. Donc en fait, là, par exemple, ce que je vais faire, c'est ce que je vous disais ici, en fait. C'est lorsque je veux stocker de l'état, je vais utiliser une URL de la sorte, là. Là, je lui ai donné un nom. State Store, c'est un nom que je vais donner à une base de données en particulier. Okay, donc je lui dis, tu le stockes ici. Et donc tout le reste, en fait, dans mon code, donc là par exemple, j'ai un get order en Node. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un fetch sur mon URL. Donc je veux récupérer les commandes dans ma DB finalement, mais en fait je ne sais pas que c'est un Redis derrière. Je n'utilise pas le SDK Redis, etc., etc. Pareil pour le post ici. Lorsque je vais en créer un, je vais faire un post en fait sur l'URL qu'on a vu avant, avec l'état, avec ce que je veux stocker, et j'envoie la requête, et puis ensuite lui va s'occuper de stocker l'état. Et je crois que c'est tout pour cet exemple. Voilà, c'est tout. Ça suffit. Hop.
Et donc, du coup, alors, comment ça fonctionne maintenant? Hop. Alors là, pareil, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien au fond. Tac. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait maintenant pour travailler avec Dapper, maintenant que j'ai mon code qui est produit? Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais faire en fait pour lancer mon application avec Dapper? Donc Dapper, il vient avec un CLI en fait. Hop, Dapper, voilà. Et il vient avec plein de commandes en fait qui permettent de travailler avec Dapper. Moi, je vais notamment utiliser la commande run qui me permet en fait de lancer mon application avec Dapper. Donc ce que je vais faire, hop, je vais faire un Dapper, hein, faire un Dapper run. Et là, par contre, il me faut une anti-sèche. Hop. Hop, je vais prendre ce que j'ai ici. Hein. Voilà. Alors du coup, je vais utiliser la commande Dapper run. Donc, il y a quelques paramètres à lui donner quand même pour lui dire, bah voilà, en fait, ce microservice, c'est celui-ci. Okay. Donc, on va utiliser l'option "-app-id" pour lui donner un identifiant unique dans mon écosystème. Donc là, typiquement, ça va être notre app. Je lui donne le port sur lequel est accessible mon application. Donc là, c'est le port 3000. Je peux, si je le souhaite, lui donner aussi une option pour lui dire comment Dapper est accessible. Il y a un port par défaut, c'est le 3500. Je n'aurais pas eu besoin de mettre l'option. Mais voilà, c'est possible de le faire. Et ensuite, je lui donne la commande qui permet de lancer mon application. Donc là, la commande, c'est node app.js, tout simplement. OK. OK. Alors, eh bien, c'est que ça n'a pas marché. C'est pourquoi. Alors. Ah oui, bah oui, non, je suis bête. Stop, 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 stop. Je suis pas dans le bon dossier. On va y arriver. Hein. Ok, je relance. C'est mieux. Okay. Donc là, en fait, j'ai les logs de Dapper qui sont blancs, les logs bleus qui sont les logs de Node. Donc là, j'ai bien mon application qui s'est lancée, hein, Node App Listening on Port 3000. Et j'ai quelques logs de Dapper. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, c'est un peu indigeste, mais ce que je voulais vous montrer, c'était que... Alors là, on le voit ici. Je vais le mettre un peu plus haut pour ceux qui sont au fond. J'ai des logs qui me disent composants chargés. Okay. Alors, comme ce que je disais, en fait, avec Dapper, il y a des composants prédéfinis qui viennent s'installer sur votre machine. Typiquement, c'est des conteneurs Redis, parce que Redis, il est capable de faire du stockage de data et aussi du PubSub. En fait, ce qui est vachement pratique, surtout quand on veut travailler en local. Donc là, automatiquement, en fait, il m'a chargé les composants. Il y a une config que je ne vais pas vous montrer, je n'aurai pas le temps, mais il y a une config un peu cachée sur le PC qui aussi s'installe avec Dapper, qui dit, par défaut, le state store, ça va être un Redis et le PubSub, ça va être un Redis. Okay. Donc en fait, une fois qu'il a cette config, lui, il va charger, en fait, il va monter, il va charger les composants, il va faire en sorte qu'ils sont bien là et qu'ils sont prêts à être utilisés avec le service. Donc là, par exemple, je vois bien qu'il a chargé mon composant, le PubSub. Donc il y a une phase de loading. Là, il est chargé en tant que PubSub, donc c'est un Redis, là. Il l'a bien mis ici, pubsub.redis. Et j'ai également le state store ici, donc, et composant chargé, state store, et c'est un state.redis aussi. Donc voilà. Donc là, mon Redis, il est chargé, il est prêt. Mon microservice, il est prêt aussi, il est chargé, et le sidecar Dapper a bien été lancé. Donc, une fois que j'ai ça, on va pouvoir appeler mon service. Alors par contre, comme ce que je disais là, en fait, dans l'idée, on ne va pas appeler mon service en direct. Okay. On va passer par son sidecar. Ça, c'est l'objectif. Là, je vais me mettre, moi, en tant qu'autre microservice. Je ne veux pas l'appeler en direct. Okay. Je vais, en fait, passer par le sidecar. Pour ce faire, et là, il me faut aussi une anti-sèche. Hop. On peut faire, en fait, un Dapper invoke. Hop. Voilà. Donc, je peux faire un Dapper invoke. Je peux lui dire qu'est-ce que je veux appeler, enfin, quel service, quelle est la méthode et la donnée que je veux lui envoyer. Tout simplement. Donc ça, je le lance. Hop. Invocation, c'est bien passé. Et
normalement, j'ai le petit log qui va bien, got new order, ID 42. Donc là, tout se passe plutôt bien. Je voulais vous montrer également le dashboard. Hop. Si je ne me trompe pas, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, alors, depuis les versions assez récentes de Dapper, ils ont intégré un dashboard automatique qui va scruter qu'est-ce qui tourne en ce moment et va vous afficher en fait les différents services qui sont en train de fonctionner avec Dapper actuellement. Donc là, par exemple, j'ai justement mon service Node App. Si je vais dedans, bon, j'ai quelques informations basiques sur mon service, le port sur lequel il est accessible, depuis combien de temps est-ce qu'il est up, etc., etc. Et ce qui est intéressant, et ça je voulais vous le montrer, ça c'est les composants en fait qu'il a chargés lorsque j'ai lancé mon service. Donc, par exemple, le state store, donc le state.redis, je peux vous montrer la configuration. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Ça va derrière? Ok. En fait, ce sont des fichiers au format YAML, où en fait, ça ressemble pas mal à ce que vous pouvez faire avec du Kubernetes. Hein, donc, c'est des structures qui sont très proches. Mais du coup, là, je vais configurer mon state store, donc mon composant intitulé state store. Je vais lui dire, OK, en fait, c'est un Redis, state.redis. Le host, c'est celui-là, le password, c'est celui-là, etc., etc. Donc la config, en fait, se fait ici. Si maintenant je devais changer, c'est plus un Redis, je sais pas moi, c'est une base SQL ou un Postgres, ce que vous voulez. C'est ici que ça se passe. Voilà. Et en fait, mon code ne change pas. Donc voilà. Voilà. Ce qu'on peut faire du coup, je vais arrêter le dashboard, j'en ai plus besoin. Et maintenant, ce qu'on va faire, hop, tac, je vais aller sur mon application Python. Tac, tac, tac. Donc le Python, si je devais vous le montrer rapidement. Hop. Le Python, comme ce que je disais, en fait, il opère comme un client en fait, hein, qui appelle l'API en boucle. C'est très très simple. Il va appeler l'API new order, donc il va en fait créer en boucle des commandes, tout simplement. Pareil, hein, il va utiliser l'URL de Dapper, donc il va vraiment taper sur le localhost 3500 / new order. Hop, tac, 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 OK. Voilà. Et donc, on va le lancer. Hop. Tac, tac, tac. On va faire un peu de place. Et donc, voilà, pareil, il me faut une anti-sèche. Donc là, pareil, en fait, je vais lui donner un app ID pour lui dire que c'est mon application Python. Et ensuite, je lui donne la commande qui permet de lancer mon client. Hop, donc là, il tourne. Alors, il n'a pas de log, c'est pas grave. Mais en fait, là, je vois que mon application Node, elle tourne et qu'elle reçoit des requêtes. Okay, donc là, en fait, les deux communiquent bien. Donc là, j'ai deux services qui communiquent ensemble via le sidecar. Mon code est complètement abstrait. Toute la complexité est masquée de quel service je vais appeler exactement, quelle URL machin, ça je ne le sais pas, hein, c'est Dapper qui s'en charge. La base de données, pareil, je ne sais pas laquelle c'est, où est-ce qu'elle est, et ainsi de suite, c'est que de la configuration. Et donc là, j'ai, on va dire, un petit écosystème de deux microservices qui fonctionnent ensemble avec Dapper. Alors, donc ça, c'est un exemple très simple. Vous allez me dire, oui, mais en fait, en entreprise, machin, je ne vais peut-être pas faire ça comme ça. Alors effectivement, on va y venir aussi. Mais avec Dapper, déjà, si la base, vous l'avez déjà compris, en fait, après, on va pouvoir aller vraiment plus loin avec ça. Et je le montre un petit peu dans l'autre démo. OK. Ça, c'était tout pour la petite démo en local. Donc ça, c'est juste pour résumer un petit peu ce que je disais. La partie service invocation, comment ça se passe? Mon service A appelle son sidecar. Le sidecar appelle le sidecar du service B. Le sidecar appelle, du coup, au final, le service B. Tout ça avec, de manière standard, des URL, des API, etc. Ensuite, quand je vais vouloir passer à l'échelle, quand je vais vouloir déployer, comment ça se passe? J'avais déjà un petit peu spoilé avant. Ça va être basé sur des conteneurs. On va déployer sur un cluster Kubernetes. Pour que ça fonctionne sur le cluster, il faut d'abord l'initialiser, faire un petit Dapper init -k, c'est ultra simple. Il va installer les quatre pods qui sont ici.
c'est eux qui permettent de gérer toute la tuyauterie de Dapper au sein du cluster. Je ne rentre pas dans le détail, hein, mais par exemple, tac, 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 où est-ce qu'il est? Il n'est pas là, je ne sais plus. Le sidecar injector ici, c'est lui qui va s'assurer que j'ai un sidecar pour chacun de mes microservices au sein du cluster, par exemple. Hein. Ensuite, il y a la partie Certificate Authority, parce que les communications au sein du cluster sont sécurisées avec un certificat, donc c'est lui qui s'occupe de ça, etc., etc. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Par contre, du coup, ce qui est important à comprendre, c'est que le principe reste le même. C'est-à-dire que mon microservice qui est déployé sur mon cluster, il va avoir son sidecar à lui, il va communiquer qu'avec mon sidecar, et ensuite c'est le sidecar qui va s'occuper de communiquer avec l'extérieur, en fonction de sa configuration. Le principe reste le même, ça ne change pas. OK, et donc petite démo. Hop. Alors, je vais me mettre ici. Alors, ce que je vais vous montrer cette fois-ci, donc c'est un autre exemple hein, issu du GitHub de Dapper. Je vais vous montrer le PubSub. Hop. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? PubSub. OK. Alors, je vais descendre celui-là. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail du code. On a en fait trois microservices, en fait, un en C#, un en Node, un en Python, et on a un formulaire React. En fait, le formulaire React, c'est juste, c'est du PubSub, du coup, il va dire message A, ça va aller vers tel microservice, message B, ça va... Alors, pas tel microservice, tel topic, parce que quand il va dire à Dapper, il va dire tel topic. Donc, c'est topic A, topic B, topic C, et puis en fait, il y a des routes qui sont définies entre les microservices. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est ça. C'est trois microservices, un front qui va envoyer des messages vers les services qui sont derrière. Et du coup, alors, on va déjà faire en sorte qu'il fonctionne. Ça sera déjà bien. Alors, je vais augmenter ça pour que tout le monde voit bien. Hop. Donc, j'ai un dossier deploy qui est ici. Alors, en fait, je vais quand même vous le montrer. Hop, hop. Il est ici. Alors, en fait, déployer Dapper sur un Kubernetes, c'est comme si vous déployiez quasiment comme sur un Kubernetes. C'est vraiment complètement intégré au fichier de configuration qu'on connaît sur un Kubernetes classique. Je vais vous montrer, par exemple, sur ce microservice. Donc là, j'ai déjà fait mon Dapper init, hein, donc il est déjà installé sur mon cluster. Et tout ce que vous avez à faire ici, c'est de rajouter quelques annotations dans votre fichier de déploiement Kubernetes. Je vais lui dire, je vais activer Dapper pour ce microservice. Voici son app ID, voici son app port, hein, comme on l'a vu dans la ligne de commande avant, c'est les options. Et là, c'est un peu de config, j'y reviendrai après. Mais en gros, c'est comme ça qu'on va activer Dapper pour notre microservice, et c'est tout. Une fois qu'on a ça, dès que je vais déployer mon service, automatiquement, il y a un sidecar qui va apparaître dans le même pod de ce microservice. Et donc, ils vont fonctionner comme ça ensemble. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais faire un kubectl apply. Voilà. Bon, allez, je balance tout sur le cluster. kubectl, où est-ce qu'on en est? Je vais juste vérifier s'ils sont bien up and running. Ils sont bien up and running. Et pour vérifier que mon formulaire React s'affiche bien, hop, petit anti-sèche du port forward parce que je ne suis pas un expert Kubernetes. Hop. Hein, hop, non, voilà. Tac. Voilà. Et donc, si je vais sur mon navigateur en localhost, tac, j'ai mon formulaire qui s'affiche. Jusque-là, tout va bien. Je vais faire un petit peu quelques messages. Je vais envoyer sur le topic A, B et C. Hop. Tac. Tac. Et un petit dernier. Hello, Claude Nord. Voilà. OK. Donc là, c'est juste pour mettre un petit peu de message parce que du coup, c'est pour la suite de la Nemo. Donc là, OK. Là, j'ai l'impression que mon formulaire fonctionne. Je pourrais vérifier que mes microservices fonctionnent, qu'il y a bien eu des logs. Bon, je ne vais pas le faire parce que peut-être pas trop le temps.
Mais en gros, avec Kubernetes, quand vous allez récupérer les logs des pods, vous allez avoir en fait, les différents logs qui ont été écrits par Dapper et par votre application. Ce n'est pas un problème. Par contre, donc là, on a 3 microservices plus un formulaire React. En fait, là maintenant, j'ai envie de savoir, quand je teste mon application, quand je monitore mon application, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Ok, en fait, quand on regarde le formulaire, on se dit, OK, mais en fait, le topic A, en fait, il envoie vers quel microservice? En fait, le topic B, le topic C. En fait, ça va où? Combien de messages j'ai envoyés pendant une période de temps? Est-ce qu'ils sont tous est-ce qu'ils sont en échec? Est-ce qu'ils sont en succès? Etc., etc. Donc, pour ce faire, en fait, avec Dapper, ce qui est bien, c'est qu'il implémente des standards. Ça, c'est ce que je disais. Ça, faut retenir. Donc, il y a un standard sur tout ce qui est observabilité qui s'appelle OpenTelemetry. Ça, vous devez, à mon avis, déjà avoir entendu parler. Donc, il l'implémente. C'est une bonne nouvelle. Alors, du coup, ce qui est déjà fait, mais je vais vous le montrer. La partie configuration, ici, on n'en est pas encore parlé. Donc là, je vais configurer mes microservices pour leur dire, active l'observabilité. D'accord? Donc ici, dans l'app-config.yaml, ce que je vais leur dire, c'est qu'on va activer le tracing. Je vais faire un sampling de 1 parce que je veux tout avoir. Et ensuite, je lui donne un endpoint. Donc là, je lui dis, tout ce qui va être log OpenTelemetry, tu l'envoies vers Zipkin. Zipkin, c'est un outil, peut-être vous l'avez déjà utilisé ou peut-être déjà vu passer, c'est un outil d'observabilité, de tracing et tout, qui est super intéressant, qui est assez léger, donc c'est pour ça que je l'utilise, très facilement installable sur un cluster. Donc avec juste un petit peu de config, là je vais lui dire, tu m'envoies toute la traçabilité sur cet outil. Et donc ensuite, j'ai un Zipkin ici qui est installé, bon là je ne rentre pas dans le détail, mais qui est installé sur mon cluster. Et donc, juste avec de la config, hein, encore une fois, j'ai rien modifié de code. Ça, c'est important à comprendre. Et donc, si je vais sur mon Zipkin, alors là, pareil, il me faut l'anti-sèche qui va bien. Voilà. Tac. Ouais, on s'en fiche du coup. Tac. Voilà. Hop. Donc, ça va être le port. OK. Donc là, j'ai mon Zipkin qui tourne. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux lui demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Donc là, j'ai automatiquement les messages que j'ai envoyés. Donc là, j'ai les 4. Est-ce que tout le monde voit bien au fond? C'est bon? Donc du coup, là, j'ai les 4 messages que j'ai envoyés et j'ai en fait du détail automatique de ce qui s'est passé avec mes messages. Donc quand est-ce qu'ils ont été envoyés, combien de temps est-ce qu'ils ont mis pour atterrir sur le service cible. Et donc j'ai plein de détails en fait sur ce qui s'est passé. Qui c'est qui l'a envoyé, qui c'est qui va le recevoir, sur quelle URL, etc. etc. D'accord? Donc déjà, en fait, en ne faisant rien, j'ai déjà tout un tas d'informations qui sont super intéressantes. Et ensuite, hop, il y a un truc qui est super intéressant, c'est le graphe de dépendance. Hop. En fait, Zipkin, automatiquement, il va me générer un graphe avec les télémétries qu'il a récupérées au travers de Dapper. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites billes là qui transitent entre les ronds plus gros. Ça, c'est les messages que j'ai envoyés. Donc là, je sais, il me fait automatiquement les liens entre les microservices, entre mon formulaire React, les différents services qui sont derrière, simplement en ayant en fait activé la partie tracing au travers de Dapper. Et je n'ai pas touché à mon code. Donc là, ça va, hein, là j'ai juste 4 services là, qui communiquent entre eux. Imaginez si j'en ai 10, 15, voilà, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc ça, c'est ce genre de fonctionnalité un petit peu sur étagère, on va dire, qu'apporte Dapper sur vraiment l'adoption et la compréhension d'une architecture un peu microservice, quoi. Voilà. J'ai fait le tour là-dessus. Hop, on va pas tarder. Tac, tac, tac. C'est la petite démo sur Kubernetes. Alors du coup, au niveau des composants, donc ça c'est ce que je disais, en fait, tout va se faire au travers de fichiers YAML. Aujourd'hui, alors 70, je crois que c'est plus très juste, hein, on est plus autour de 100 maintenant, de composants disponibles à travers la configuration Dapper. On peut vraiment pointer sur énormément de choses, que ce soit sur des projets plutôt open source ou alors sur les cloud vendors, hein, ça marche également. Donc ouais, alors typiquement par exemple sur l'observabilité,
Alors, moi, j'ai branché sur un Zipkin un peu par facilité, mais il y a également Prometheus, Grafana, AppInsight, ce que vous voulez, qui est disponible. Ça, c'est pas un problème. Tac, ça, c'est plus le modèle de PubSub. C'est ce qu'on a fait là dans l'exemple sur Kubernetes, hein. C'est vraiment, j'ai un Redis au milieu qui va jouer le rôle du PubSub, mais en fait, demain, je peux mettre autre chose si je veux. Et les sidecar Dapper vont s'occuper d'interagir avec le Redis. Moi, mon code, je ne sais pas, je communique juste avec Dapper, avec les URL qu'on voit ici. Voilà. Et la partie inside, bon, ça j'en ai parlé, donc c'est standard OpenTelemetry. Et derrière, en fait, on branche ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, comme ce que je disais, le projet Dapper, donc il est aujourd'hui incubé dans la fondation. Il a été proposé comme projet gradué il y a 2 semaines, je crois, ou un peu plus. Et je pense qu'honnêtement, il y a forte chance qu'il va passer, parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est vraiment utilisé par les gros vendors, utilisé en production vraiment par beaucoup de clients. En fait, vous pouvez voir un peu les chiffres, hein, c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent. En termes de contribution également, il y a une vraie communauté autour de ce projet. Je n'ai pas parlé des SDK, mais en fait, j'ai parlé des standards, comment est-ce qu'on communique avec Dapper. Bien évidemment, par-dessus, il y a des SDK, ok, beaucoup plus simples à utiliser. Des SDK dans les 5-6 langages les plus connus. Voilà. Et donc, tac. Surtout, n'hésitez pas à aller voir le GitHub de Dapper. C'est super intéressant. Ils font j'allais dire des webinars, mais oui. Ils font des webinars quasiment tous les mois, je crois, si vous suivez un petit peu sur Twitter. C'est super intéressant ce qu'ils montrent. Ils montrent des cas concrets d'utilisation en entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir leur GitHub ou leur Twitter. Et du coup, hop, 47, je pense qu'on est dans les temps. J'arrive à la fin de la présentation. N'hésitez pas à mettre des feedbacks. C'est super important de savoir si ça vous a plu ou s'il y a des choses à améliorer. Chez Aguerre, on recrute. Alors, je fais la petite pub, mais sinon, je ne peux pas revenir l'année prochaine, donc je le fais. Donc, je fais ma petite pub, on recrute sur Paris, Strasbourg ou Bordeaux. Et puis aussi, si vous êtes de passage sur Strasbourg, n'hésitez pas. On a les pages Twitter, LinkedIn qui vont bien. Restez à l'actu de ce qu'on fait sur Strasbourg. Et voilà. Je crois que je suis arrivé au bout. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. 1, 2, 1, 2. Pardon, peut-être non. Ouais, sinon je répéterai la question, sinon ça marche aussi. Oui, je sais pas. Si, Oui, si, ça marche. si. J'avais une question. Tu as montré que du coup, on passait par des API pour appeler tous les types de back-end qui sont des API standards, que ce soit du Redis ou une techno autre. Est-ce que du coup, tu perds pas les options un peu fines que tu peux avoir dans le driver? Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Dapper, dans l'idée, c'est que pour pouvoir toucher un maximum de composants, c'est comme un peu l'entonnoir, quoi. On utilise en fait des API les plus standards, les plus communes possibles. Alors oui et non, parce qu'en fait, dans le fichier de config que j'ai montré, il y a une section où tu peux faire du spécifique. Donc ça tu peux faire. Les ouvertures, elles sont là, d'accord? Donc tu vas avoir le côté traditionnel de la configuration vers tel ou tel composant, mais tu as aussi les spécificités techniques que tu peux faire au travers du fichier YAML. Donc ça tu peux le faire, ouais. Quel surcoût apporte Dapper à ton infrastructure et à la gestion des licences? Est-ce que tu as des coûts en plus à mettre? Non, c'est gratuit. Open source gratuit. On peut l'installer toi-même sur ton cluster ou chez toi. Ça n'a pas de surcoût. Non, c'est gratuit. Juste la charge. Pardon? Juste la charge cube que ça génère. Oui. Bon, ça, après, il y a toutes les technos qui vont derrière. Bon, ça, c'est tes licences, ton coût d'infra, ça ne change pas, quoi. Ça change pas. Après, il y a de plus en plus, d'ailleurs, je crois qu'on l'a vu là. En fait, il y a des entreprises qui, par-dessus Dapper, maintenant, proposent des clouds en fait, complets et ultra managés. C'est comme Diagrid. Diagrid, en fait, c'est une boîte qui a été fondée par les fondateurs de Dapper. En fait, ils ont construit tout un produit par-dessus. Et en fait, qui gère automatiquement l'observabilité, les secrets, tout ça, et tout par Dapper. Donc ouais, ça par contre, ça c'est des offres plus complètes, d'entreprise, vraiment de gestion high level. Mais sinon, Dapper tout seul, c'est gratos. Autre question, pardon. Donc côté latence et sécurité, s'il vous plaît. Oui. Alors,
Côté latence. Hop. J'avais un petit slide. Où est-ce qu'il est? Tac, il est là. Hop, est-ce que je peux le montrer? Alors, côté latence, effectivement, on peut se dire, je passe par un sidecar, donc en fait, je vais perdre un petit peu de performance. C'est vrai. On va perdre un petit peu de latence. Ils ont fait une étude là-dessus, ce qui est super intéressant. Là, typiquement, le rouge, c'est sans toute la partie Dapper, et aussi sans la partie MTLS, et au-dessus, c'est avec. Donc ça, au-dessus, c'est vraiment toute la stack Dapper. Les chiffres, les différences, c'est en millisecondes, la différence, d'accord? Donc là, on est sur une baseline d'à peu près un peu moins. Ici, on est sur du 1 milliseconde pour 32 connexions simultanées en normal, et on monte à 3 voire 4 millisecondes pour 32 requêtes simultanées sur un sidecar. Donc, ça se chiffre en millisecondes. Okay, en dessous de la centaine de millisecondes, hein, on n'est pas sur plusieurs centaines de. On n'est pas sur une seconde de latence, hein, ça c'est important, et ça ils ont bien fait attention. Donc oui, il y a un petit peu de latence, hein, c'est un peu le trade-off qu'il faut faire. Par contre, ça apporte énormément d'avantages. Donc après, c'est un choix à faire, quoi. Voilà. Ouais. Bonjour. Ah, je crois que c'est au milieu. Ouais. Ouais, merci pour la presse. Est-ce que Dapper s'appuie en interne sur des produits type Istio ou Cilium, ou ils ont redéveloppé Non. toute cette couche-là? C'est complètement différent. C'est complètement différent, et donc ça me permet d'introduire. J'avais une autre slide qui parle de Istio. Hop, là. Tac. Donc ça, pareil, hein, c'est tiré de chez eux. En fait, Dapper, initialement, c'est un pattern sidecar. Ça, c'est important. Et en fait, une fois déployé, ça empiète un petit peu sur certains concepts de Istio, d'un service mesh, en fait. Hein. Ça empiète un petit peu. C'est juste que je dirais que ce sont deux outils qui s'adressent à des populations différentes. C'est-à-dire que Istio, c'est plutôt pour les ops, c'est plutôt des features, on va dire, infra, réseau, networking, etc. Alors que Dapper, c'est vraiment plus adressé à des développeurs ou à des équipes de développement, quoi. Donc voilà. Donc non, c'est complètement from scratch, oui, on peut dire ça comme ça. C'est pas sur des outils tierces. Mais c'est vraiment, ouais, c'est deux outils qui cohabitent un petit peu aujourd'hui, quoi. Voilà. Du coup, j'enchaîne. Ouais. En fait, une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on gère les changements de configuration dans la durée. Donc, tu disais, voilà, typiquement, je peux remplacer Redis par un PubSub ou whatever. Du coup, si je modifie la configuration, est-ce que je peux modifier la configuration à la volée, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que c'est hot reloadé ou est-ce que je dois déployer, etc. En fait, non, tu redéploies juste la config. Okay. Non, tu redéploies juste la config. Après, le reste ne change pas. Tes microservices ne changent pas. Et puis après, tes composants d'infra, en fonction desquels tu choisis, soit tu vas pouvoir les décommissionner après, soit il faut faire en sorte qu'ils soient là, bien sûr, hein, au moment où tu appliques la config. Mais non, tout est à la volée. Tout est à la volée. Ok, super, merci. Oui. Salut, merci pour la presse. Tu as présenté la façade HTTP pour le service mesh. Ouais. Est-ce qu'il y a une alternative événementielle pour les calls de service Alors, basée sur un MOM par exemple, tu veux dire le service-to-service invocation, le faire plutôt en événement quand... Ouais. Pour avoir un découplage un peu plus, non. un peu plus poussé. Non, c'est de l'HTTP. Alors après, sinon, tu vas mettre un composant PubSub au milieu. Mais faire du invocation service-to-service, c'est soit de l'HTTP, soit du gRPC. Ok, merci. D'autres questions? Ouais. Ouais, je crois pas. C'est pas dans l'outil aujourd'hui. Ce qu'il sait faire depuis récemment, donc c'est tout ce que j'ai montré. Et il y a un truc que j'ai pas montré, c'est les workflows. C'est vraiment faire du pattern actor en mode workflow, c'est-à-dire j'ai un morceau de code qui tourne ici, ensuite que j'appelle un autre morceau de code sur un autre service, et j'orchestre tout ça via Dapper avec le monitoring qui va bien. Ça, c'est ce qu'ils ont mis récemment, mais pas d'API Gateway. Non. Merci pour la presse. D'un point de vue test, côté développeur, je pense par exemple à un appel à un contrôleur ou bien vérifier qu'on a écrit dans une base de données. Comment tu ferais du coup, si tu mets Dapper en plus,
quelle complexité ça apporte en fait En fait, vis-à-vis des ouais. tests unitaires ou d'intégration que tu pourrais Ouais, alors développer. test unitaire, c'est compliqué quand même. Enfin, si tu pourrais le lancer en même temps que tu lances ton application, ça marcherait. Après, en unitaire, j'essaierai de ne pas le faire, mais voilà. Après, pour des tests plutôt end-to-end, bah là, par contre, je pense que tu vas le lancer sur un environnement déployé. Donc, tu partirais du principe que Dapper est déjà installé, qui est déjà up and running. Donc, en fait, à mon sens, comme je le vois, c'est transparent. En fait, tu t'en rendrais pas compte, quoi, pour tes tests. Bah, du coup, je réagis quand même parce que je pense par exemple pour une base de données, Ouais. par exemple, tu vas avoir un service qui va interagir au travers d'un port, implémentation, tout ça. Ouais. Et typiquement, tu vas faire peut-être du test container pour vérifier ce truc-là. Du coup, ce test-là, forcément, il va être impacté par le Oui. fait de rajouter Dapper. Je trouverais dommage de le faire sous un test end-to-end parce que du coup, tu es sur une couche un peu plus haute. Ouais, Et donc, tu perds ton feedback, ta rapidité de feedback, quoi. Oui. Bah, ouais, c'est un peu le trade-off à faire en fait avec Dapper. Ouais. Après, je pense que rien ne t'empêche de rajouter Dapper dans tes tests, hein, c'est pas le problème. Que ce soit à des niveaux différents, hein, même si tu veux faire un test unitaire dessus, tu y arriverais. Il faut juste, plutôt que de lancer l'app, tu lances avec Dapper. C'est peut-être le seul surcoût qu'il faudrait mettre. Mais sinon, ça me paraît assez simple quoi, de le rajouter. Bonjour, merci pour la presse. Je voulais juste revenir sur la question de mise à jour de configuration. Ouais. Imaginons on a un broker, par exemple, d'événements qui change d'URL et on a différents sidecars qui pointent sur le même broker, en fait. Oui. Est-ce qu'on doit changer à la main chaque instance de Dapper ou est-ce qu'il y a moyen de mettre à jour plusieurs Non, bah en fait, c'est un peu comme ce que j'avais montré. La configuration était partagée sur tous. Donc, tu vas juste ton objet configuration Kubernetes. Enfin, là, sur l'exemple que j'en avais qu'un. Donc, tu vas juste mettre à jour ça. Automatiquement, ils seront tous mis à jour. Donc ouais, là-dessus, il faut rationaliser un petit peu ta configuration Kubernetes pour s'assurer que ce soit, on va dire, compliant avec ce que tu vas appliquer sur tes services. Mais non, tu vas plutôt utiliser au maximum la puissance de Kubernetes, les fichiers de config, etc. pour mutualiser, quoi. Donc, dans ce cas-là, si tu l'as bien fait, tu peux le faire et ça va être transparent pour tous les services. Ok, merci à vous et bon appétit.